Alors, bonsoir et bienvenue à l'activité découverte sur la réalité virtuelle. Je me présente, Marc Hébert, agent culturel et de développement pour le réseau Biblio. J'ai le plaisir d'être accompagné de mes collègues Valérie Godin, directrice des ressources documentaires et technologiques, ainsi que de Daniel Girard, technicien au soutien et mon collaborateur pour l'activité de ce soir. L'activité découverte sur la réalité virtuelle s'inscrit à l'intérieur du cadre d'un projet mis de l'avant il y a un peu plus d'un an par le réseau Biblio, et pour lequel nous avons obtenu l'appui financier du ministère de la Culture et des Communications. On a fait l'acquisition de 75 casques de réalité virtuelle de marque Oculus qui sont disponibles ou le seront dans le courant de l'année dans les bibliothèques affiliées à notre réseau qui en ont fait la demande. Chacun des casques propose une collection d'expériences immersives sur diverses thématiques qui permettra aux citoyens qui se présentent à leur bibliothèque municipale de vivre sur place une expérience unique, originale et riche en émotions. Ce nouveau service gratuit, faut-il le mentionner, offert par les bibliothèques municipales de notre réseau, vient s'ajouter à une offre de services tout aussi variée qu'intéressante. Pour l'activité de ce soir, nous avons invité deux conférenciers qui expliqueront à tour de rôle comment la réalité virtuelle vient soutenir la mise en valeur du patrimoine minier de la région de Thetford Mines et le processus de création d'une des expériences 360 disponibles dans les casques Oculus. Je vous les présente. Il s'agit de Mme Laurie-Jacques Côté, responsable de la médiation culturelle au Musée minéraux de Thetford Mines KB3. Bonjour. Et M. Patrick Nadeau, spécialiste en conception de contenu 360, président de Nadeau Photo Solutions. Bonjour. J'aimerais souligner la généreuse collaboration du Musée minéraux de Thetford Mines qui nous a offert gracieusement deux expériences 360 que l'on retrouve dans les 75 casques de réalité virtuelle. L'activité de ce soir sera enregistrée et un lien sera ajouté à la section réalité virtuelle de notre site web pour permettre aux personnes intéressées de la visionner en différé. On parlait de questions tout à l'heure, donc les conférenciers seront disponibles pour répondre à vos questions pendant leur présentation. Il s'agit tout simplement de leur faire signe, ils se feront un plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la conférencière, Mme Laurie-Jacques Côté. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je suis du Musée minéraux. Donc, dans le fond, mes fonctions, j'étais responsable de la médiation culturelle. Je m'occupais, entre autres, justement, de créer des activités un peu, de la médiation, un peu comme Marc Hébert peut le faire, qui vont toucher les différents publics. Ce soir, en fait, je vais vous présenter un petit peu la réalité du pourquoi nous, on a opté pour la réalité virtuelle en tant que musée. Pourquoi c'est devenu un outil vraiment nécessaire à notre survie, mais aussi, en fait, pour offrir un produit qui est unique. Bon, donc, pour se démarquer. Je vous fais un petit historique, en fait. D'abord, le musée minéraux, qu'est-ce que c'est? C'est un musée qui va se former en région. Donc, c'est très rare d'avoir des musées de sciences en région, mais on est très content d'en avoir un. Il faut se dire aussi qu'on a une région qui est particulière à Thetford Mines, qui était criblée de mines qui vont faire leur apparition environ dans les années 1870. Donc, d'où l'intérêt des mines va partir, en fait, c'est que notre ville va carrément se bâtir à travers ces sites miniers-là, qui va lui donner vraiment un cachet qui est particulier, une allure aussi pour les gens qui ont peut-être déjà eu la chance de venir dans notre région. Donc, pourquoi, en fait, on va partir de ce fameux musée-là, c'est qu'on va pouvoir parler de l'histoire minière, son intérêt aussi, toute la science qui est derrière ça, la minéralogie, la géologie et tout. Donc, nous, en fait, comme musée, notre mission, c'est de vulgariser cette information-là, mais aussi de la rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible, oui, à travers notre région, mais à travers le Canada, le Québec en entier. Donc, je vous explique un petit peu la réalité à laquelle on a dû faire face, justement avec notre historique local. C'est-à-dire que je vous ai parlé qu'on a une belle région minière qui est particulière. On faisait l'extraction de l'amiante chrysotile dans la région de Thetford Mines, donc depuis vraiment très longtemps.
Et pour vous dire, en fait, on avait environ une dizaine de puits miniers qui étaient en fonction simultanément. Cette région minière-là, bien entendu, elle va engager énormément de gens dans ce type de métier-là. On va parler de près de 6 000 emplois simultanés dans les mines au plus haut point de l'exploitation minière, donc soit environ dans les années 75-80. Donc, tout ça va faire en sorte qu'on va devenir une région qui va se distinguer par son allure. Comme je disais, on va avoir des grandes halles de minières, des grands puits, et on va même développer des belvédères pour que les gens viennent observer. Ça va être le cas avec le puits de la mine Lake, la mine Lac d'Amiante. Cette petite mine-là, elle a une histoire qui est particulière aussi, c'est qu'on va arriver sur un lac, vraiment littéralement un lac qui s'appelle le lac Noir, et qu'on va complètement, en fait, vider de son eau pour aller en faire l'exploitation minière. Alors, vous imaginez dans les années 1950, donc 1953 pour être très précise, on va complètement vider le lac Noir qui était présent là pour pouvoir commencer à en faire l'exploitation. Ça va durer 3 ans et c'est une opération de plusieurs millions de dollars. Donc, c'est pour vous dire un peu l'importance que l'exploitation minière va avoir dans notre région. Je peux peut-être vous montrer une petite photo d'archive à ce propos. Attendez-moi un petit peu. Ah, celle ici. Donc, vous allez voir ici, cette espèce de bateau-là, c'est le dragage du lac qui va se faire, en fait. Donc, on voit, là, ça, c'était l'opération, c'est la compagnie Fleur de Lys qui est en train de draguer le fameux lac Noir. Pourquoi je vous montre ça? Donc, je vais juste, nouveau partage, je suis assez... Et des fois, j'ai la misère, par exemple, avec le partage d'écran, mettre le partage en pause. Voilà. OK. Donc, pour ce qui en est, dans le fond, au niveau de l'historique, c'est qu'on va en arriver, en fait, à créer un petit belvédère près de ce grand puits minier-là, qui est vraiment immense. Donc, je vais vous montrer un petit peu une photo qui va vous donner l'ampleur. Ça, c'est une photo qui va dater de 2014. Je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce que... Signe de tête, Patrick, si tu la vois. On voit encore Ouais. le bateau. Ah, tu vois encore le bateau? Parfait. Mais maintenant, je fais ça. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Vois-tu Oui, le puits? parfait. OK, parfait. Donc, le puits mini ici de la Mine Lake, on va voir, en fait, c'est un puits qui est à 2 volets. Vraiment un petit peu spécial, ça fait vraiment partie de ses couleurs. Je vous fais cet historique-là, pourquoi? C'est parce que ces puits miniers-là sont tellement beaux à voir qu'il y a des gens qui se déplaçaient de partout au Québec pour venir voir cette beauté-là. Vous allez sûrement remarquer d'ailleurs l'eau turquoise. Là, on a une journée très nuageuse, comme vous pouvez voir dans le haut de la photo, qui ne rend pas le turquoise qu'on peut aller chercher dans le fond du puits. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi on va aller chercher cette couleur-là, c'est littéralement en fait un effet d'optique. Le reflet du soleil avec un fond sableux blanc, quand on a un eau, là, ça va venir créer un effet d'optique qui va donner la couleur turquoise. Donc, c'est un peu le même principe si vous avez la chance d'aller dans le sud, des fois dans Cuba, tout ça, et vous avez des plages de sable très blanc avec une eau qui va venir se jeter là-dessus. Ça va donner l'impression que l'eau, elle est très turquoise d'une journée ensoleillée. Par contre, c'est juste une illusion d'optique. L'eau n'est pas turquoise, bel et bien. Donc, c'est un peu pour ça. Donc, les gens venaient se déplacer énormément pour venir voir. À une certaine époque, je vous dirais avant les années 2005-2006, les gens pouvaient même accéder au puits mini. Donc, c'était vraiment extraordinaire. On pouvait descendre pendant les opérations. Imaginez comment c'était exclusif, c'est intéressant d'être à côté même de la machinerie. Ce qui va se passer, par contre, c'est qu'en 2011, on va tomber, bien entendu, avec la fermeture des sites miniers. Donc, le dernier qui va fermer, c'est bel et bien le site de la Mine Lake, donc la Mine Lac d'Amiante, qui va fermer ses portes officiellement en décembre 2011. Donc, les puristes diront janvier 2012, mais on est dans les mêmes dates à ce moment-là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on n'a plus accès comme touriste à ce site-là. Il y a une entente qui va se prendre avec nous, le musée, à ce moment-là, pour offrir des visites minières en autobus sécurisé pour accéder à certains sites. Mais on n'avait plus vraiment l'accès qui était wow, de voir les machineries en fonction, de voir l'exploitation. Je vous donne un exemple, mais d'assister à des vraies fonctions de la mine. Donc, on venait de perdre une petite coche de wow, de merveilleux. Mais on a continué à offrir un produit qui était quand même très satisfaisant pour les gens de pouvoir accéder à des sites et même faire de la cueillette de minéraux.
le temps va passer, puis malheureusement, mais les accès, ils vont se restreindre. Mais pourquoi? C'est parce que les sites miniers, pour la plupart, ils vont comme se revaloriser avec d'autres compagnies. Donc, on va pas y faire d'entreposage, on va aller porter aussi des fois des nouvelles carrières de granit qui vont se développer juste à côté. Ce qui fait qu'on n'a plus accès vraiment à ces visites-là autant qu'avant. Beaucoup moins intéressant pour le visiteur. Donc, on vient de reperdre un peu de qualité. Et puis, cerise sur le sundae, bien entendu, qu'est-ce qui va se passer? Avec les années, bien entendu, on avait mis de l'avant la dangerosité de l'amiante chrysotile. Donc, on va vivre une crise sanitaire avant la crise du COVID pour nous au musée. C'est qu'on va être restreint dans l'accès aux sites miniers d'amiante chrysotile. Donc, on ne pourra plus offrir aux visiteurs de débarquer des autobus. Donc, encore là, on avait une expérience qui réduisait un petit peu en termes de qualité. Malgré que le produit est extraordinaire d'aller voir un plumier, ça fait toujours son effet, mais on devenait de plus en plus restreint. Donc, pour ces raisons-là, en fait, on s'est posé les questions, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions, finalement? Je vais juste retourner à mes photos un petit peu. Je vais faire un nouveau partage. Je vous le promets, je vais finir par être bonne d'ici la fin de la présentation. Donc, il y a une solution justement qui est apparue pour nous. Ça a été super intéressant. C'est un projet avec la MRC qui va être fait de concert avec justement Patrick Nadeau qui est ici. La solution, en fait, était d'immortaliser les puits miniers dans leur état actuel, dans l'état où on peut encore les voir et les distinguer aussi certains artefacts, donc certains bâtiments qui sont encore présents. Parce qu'on le sait malheureusement, avec le temps, mais ces bâtiments-là sont laissés à l'abandon depuis la fermeture en 2011. Donc, comme nous, comme société qui s'occupe de l'histoire du patrimoine et de le faire vivre, on n'a pas le pouvoir d'aller sur des terrains privés et de conserver ces bâtiments-là. Donc, on a un intérêt, bien entendu, mais on n'a pas le pouvoir de le faire. Donc, c'est un peu une façon on voulait trouver une façon de faire une photo du présent tel qu'il est présentement et de conserver celui-ci dans la meilleure qualité possible. Puis pour nous, ça avait plusieurs avantages aussi de se tourner vers la réalité virtuelle, je ne vous cacherai pas, parce que, bien entendu, d'offrir des visites sur le terrain, ça veut dire aussi être à la merci de nos visiteurs dans certaines situations. Donc, des fois, on avait ce qu'on appelle l'expression se faire ghoster. Donc, on avait des visiteurs qui ne se présentaient pas, qui réservaient, qui ne se présentaient pas. Donc, nous, on devait réserver, on engendrait des frais avec nos autobus. Malheureusement, on ne peut pas se les faire rembourser à ce moment-là. On avait beaucoup d'annulations, des journées de pluie, donc les gens veulent moins sortir en excursion, c'est tout à fait normal. Tout ça fait aussi qu'on avait des personnes aussi à mobilité réduite qui ne pouvaient pas accéder aux excursions qu'on souhaitait leur présenter. Donc, c'était problématique parce qu'à aller sur un site minier, je vous passe un papier que ça prend des bonnes bottes, puis c'est pas un petit sandal en talon haut qu'on va là. Donc, c'était difficile. En plus, pour des personnes, des fois, qui avaient des cannes ou des fois qui avaient une mobilité réduite avec une chaise roulante, de pouvoir vraiment profiter de l'expérience. Donc, comme je vous dis, nous, de se tourner vers la réalité virtuelle, c'était un plus. Par contre, est-ce qu'on était habitué avec cette technologie-là? Pas du tout. Patrick en témoignera peut-être plus tard. Pour nous, c'est un petit peu épeurant parce que, écoutez, on n'est pas des gens qui sont si habiles nécessairement avec la technologie. On avait envie d'innover, mais on n'est pas nécessairement très confortable des fois avec la technologie, puis ça peut faire peur. Je comprends, mais c'est quand même très simple d'utilisation. Témoignage d'une personne qui est un peu nulle, ça se fait bien. Donc, comment on a fait ça? C'est qu'on a ciblé des sites miniers dans diverses municipalités de la région de Thetford Mines. Donc, on ne voulait pas juste cibler Thetford Mines, puisqu'il y en avait d'autres à l'extérieur de la région, tout près à quelques minutes, qui étaient à la fois important, qui avait une beauté aussi qui était particulière. Bien entendu, vous allez pouvoir en profiter quand vous allez en faire l'expérience vous-même par les casques, puis je vous le recommande chaudement. Mais vous allez vous rendre compte, en fait, que de faire cette expérience-là va vous permettre, en fait, de voir le site minier les deux pieds dans l'eau, littéralement. Ça, c'était mon gros bonheur quand Patrick est venu nous le présenter.
Donc, je retourne à Mamin Lake. C'est une mine qui est très emblématique, on en a parlé tout à l'heure, parce que c'est la dernière qui va fermer. Et c'est aussi une des plus grandes. Donc, son puits est extraordinairement grand. Donc, imaginez pour les visiteurs qui arrivaient autrefois par la route 112 et qui venaient jeter un coup d'œil via un belvédère qui est installé par Tourisme Région Thetford à l'époque. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà eu la chance d'aller dessus. C'était vraiment une vue à couper le souffle. Ben, en fait, dans cette vidéo-là, pour les gens qui ont l'œil, on va même pouvoir le voir, le belvédère au loin. On va le voir, en fait, qui tient encore parce que malheureusement, un autre problématique qu'on a retrouvé avec la fermeture des mines et tout ça, c'est qu'on va avoir aussi la fermeture de la route 112 pendant un certain temps. C'est-à-dire que la route 112, elle va s'effondrer. Il y a une partie qui va s'effondrer. On va replacer quelques mètres plus loin. En fait, on va la rebâtir temporairement. Malheureusement, elle va s'effondrer de nouveau, donc on va devoir la déplacer complètement de l'autre côté de la municipalité de Vimy. Pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'on n'avait plus accès à ce belvédère-là. Donc, ça aussi, c'est une problématique pour Tourisme Région Thetford qui n'avait plus accès à cette vision-là des puits miniers, hein, accessible à tous. Donc, le fait de pouvoir offrir ce produit-là qui était gratuit au musée minéralogique à tous les visiteurs, que vous payez votre billet d'entrée ou pas, vous pouvez simplement aller accéder puis regarder la réalité virtuelle. C'était un gros plus. Comme on s'est dit aussi, c'était beaucoup plus intéressant pour des personnes à mobilité réduite. Également, ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est petit et grand. On a des réactions tellement intéressantes parce que le côté interactif va les faire bouger, va les faire sursauter. Il y en a des gens qui vont écoutez, avoir des émotions parce qu'ils volent, d'un coup, ils ont les pieds dans l'eau, d'un coup, ils sont ailleurs. Ça les fait vraiment planer, je vous dirais. C'est vraiment beau à voir. On était surpris de la réaction. Je vais vous montrer, en fait, je suis allée chercher quelques petites photos. Vous voyez, en fait, sur la photo, justement, des gens qui sont en train de l'expérimenter. Mais je vais vous amener d'autres petites photos dans un petit peu un nouveau partage. Non, tous les panélistes. Je ne sais pas si tu peux m'aider, Daniel. J'ai une petite affaire qui m'apparaît à chaque fois que je veux faire un nouveau partage. Ah non, c'est bon, c'est la partie. Donc, je vous montre en fait l'expérience. Pendant la COVID, nous, ça a été un beau saut dans l'univers de la réalité virtuelle parce qu'il a fallu aussi s'équiper dans la réalité avec ces équipements-là. Donc, on s'est grillé, comme on dit, d'une machine à UV qui nous a permis en fait de désinfecter chaque appareil après chaque utilisation. Donc, vous voyez là un peu le système qu'on avait utilisé. Et puis, on avait préparé aussi un petit kiosque qu'on voyait peut-être mieux dans mon autre photo d'avant, là, qui annonce qui fait la promotion de notre réalité virtuelle. Je vais Regardez, on l'avoir le en voit vidéo. pas en arrière. Comment? Je vais pouvoir le montrer en vidéo tantôt. Oui, parfait. Donc, c'est un peu ça l'idée pour le kiosque et la réalité virtuelle, nous, de notre côté. Moi, ce que je veux regarder avec vous aussi, ben, c'est sûr que pour le côté du musée, en fait, l'usage de cette réalité virtuelle-là, ça va être extraordinaire parce que, bien entendu, ben, c'est beaucoup plus écologique que d'utiliser une autobus 2 fois par jour, des fois. Un petit autobus qui date des années 90. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est beau temps, mauvais temps toute l'année. Donc, les visiteurs n'ont plus besoin d'attendre l'été pour profiter des couleurs extraordinaires, du bleu turquoise que je vous ai parlé. On va pouvoir l'expérimenter aussi. On va pouvoir venir le voir l'hiver et rien manquer, en fait, de ça. On a beaucoup de visiteurs, nous, qui arrivaient l'été. Hein, imaginez-vous une journée pluvieuse en camping. Qu'est-ce qu'on est porté à faire? On va visiter le musée, on va visiter des installations de la culture, puis c'est correct. Mais ces journées-là, c'est un peu plus moche. Donc, aller regarder des puits miniers, ça nous tente moins. Mais quand ils sont dans des belles couleurs, on peut faire ça au sec, au confort, en plus de l'air climatisé. Imaginez comment les gens appréciaient l'expérience. C'était super. Puis la durée aussi, en fait, de l'expérience, c'est beaucoup plus accessible. Parfois, des fois, faire une visite minière, c'était d'une durée d'environ 1h30, des fois 2 heures. Donc, on pense aux enfants, c'est long, 1h30, 2 heures en autobus. Hein? C'est de l'histoire, beaucoup qu'on va donner en contenu
au niveau de l'historique de la mine, au niveau de son tonnage, de son exploitation. Mais quand on se met dans la tête d'une famille aussi, des fois qui ont un petit peu moins de temps, ils ont des horaires plus chargés, des fois en visite, bien, le contenu plus condensé permet vraiment de vivre l'expérience directement. Donc, c'est un petit peu plus satisfaisant parfois quand on n'a pas trop le temps, mais qu'on veut le vivre. C'est excellent au niveau du timing. Puis je vous disais aussi, c'est une question de sécurité. Souvent, les gens vont arriver dans la région, vont regarder nos halles de minières, vont se dire waouh, c'est super beau, c'est extraordinaire, mais ces sites-là, ils sont protégés légalement. Donc, ce sont des propriétés privées. On sait qu'il y a des gens, des fois, qui vont s'aventurer avec leur motocross ou avec, bon, ils iront faire de la randonnée là-dessus. Par contre, faites-vous pas pogner parce que ce sont des amendes très salées. Donc, le fait de venir faire cette visite virtuelle-là, des fois, ça vous permet justement de vous éviter, comment je dirais ça, une tentation coûteuse de ce côté-là au niveau légal. Donc, nous aussi, ce qu'on avait dans la tête, c'est que là, on a pris une photo du puits minier tel qu'il est aujourd'hui. Donc, vous allez remarquer en fait qu'une exploitation minière, qu'est-ce qui se passe depuis sa fermeture? C'est que lorsqu'on va exploiter un puits, on va toujours le pomper en permanence parce qu'il y a de l'eau qui va toujours monter et monter et monter sinon. C'est normal, c'est les nappes phréatiques. Donc, ils vont faire monter le niveau de l'eau. Vous direz, la nature va reprendre son bien. Bien, tout à fait. Le principe, par contre, c'est que l'eau, plus elle monte, un jour, elle va arrêter de monter, elle va tomber au niveau de la mer, finalement. Et puis, ça va rester comme ça va redevenir un lac. Donc, le lac qui a été une fois pompé va redevenir un lac un jour. Mais ce qui est spécial présentement, c'est qu'on voit la montée de l'eau. Et d'année en année, on pourrait refaire l'expérience de refilmer, en fait, le puits et de superposer vraiment l'avancement. Vous seriez surpris à quel point ça peut aller rapidement. Parce qu'il faut se dire qu'en 2011, quand ça va se fermer, la mine, il y avait un petit réservoir d'eau au fin fond de la mine. Et tout à l'heure, vous allez être surpris, vous allez voir, il y a de l'eau partout présentement. Ça monte très rapidement. Donc, c'est une belle façon de prendre une photo du présent et de pouvoir la faire vivre en même temps. Tu sais, des fois, c'est plaisant de regarder un album photo, mais là, quand on a les deux pieds dedans directement, c'est vraiment une autre expérience. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un petit peu toutes les raisons qui ont fait en sorte qu'on a sauté dans le projet de la réalité virtuelle. Bien entendu, nous, ça nous a demandé en fait de préparer certaines recherches. Parce que, comme je dis, on va choisir 4 puits miniers pour vivre l'expérience. D'abord, on va voir la British Canadian, qui est voisine du puits de la mine King, qui est aussi un centre historique de la mine King. On va avoir également, en fait, la mine, à Sacré-Cœur, je cherche son nom, la Carey. On va avoir la mine Lake et on va avoir, il me manque mon dernier puits, Patrick et moi, dans ma tête. La Beaver, la Lake. La Lake. C'est ça, il me manquait la Beaver, tu vois. La Beaver. La British Canadian, j'ai l'université avec la Beaver, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Enfin, la British Canadian, elle avait à Black Lake. La Beaver, c'est ma voisine de la King. Donc, c'est un petit peu ça. On a choisi, bien entendu, des puits à ciel ouvert parce qu'on ne pouvait pas se plonger dans des puits souterrains, bien entendu. Vous comprendrez qu'il fait très, très noir et que c'est vraiment pas sécuritaire au niveau des installations. Donc, non seulement un drone ne pourrait pas rentrer parce que les puits sont rendus pleins d'eau. Donc, ça aussi, c'est une bonne raison. Et bien entendu aussi, on va regarder en fait les couleurs qui vont être vraiment vives avec les puits à ciel ouvert. Donc, comme je vous ai dit, pour la petite historique de la mine Lake, malheureusement, comme elle va fermer en 2011, on n'a pas la photo là, très exactement du avant-après parce que ça va se fermer en hiver. Donc, il va déjà avoir de la neige qui va un peu couvrir à ce moment-là le puits. Mais je peux par contre peut-être vous partager une petite photo lors des années 60 lorsqu'on va terminer le dragage, juste pour vous montrer toute l'étendue que ça va prendre le puits, parce que la mine Lake, c'est un puits qui est immense. Et ça a été quand même dans les années 90 considéré comme le deuxième plus grand puits au Canada à ciel ouvert. Donc, c'était vraiment quand même quelque chose. Donc, ça ne sera pas bien long. Je vais vous trouver ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant? N'hésitez pas. Donc, vous voyez, sur ma petite photo, est-ce que tout le monde la voit, ma photo? Je dirais ça, c'est pas en noir et blanc, mais camailleux. On voit un premier puits qui va être creusé ici complètement en bas à droite. Vous voyez déjà qu'il y a des petits niveaux aussi. Et complètement en haut, juste à gauche, là, vous allez voir, il y a encore un petit peu d'eau qui va rester du lac noir.
C'est ce qui va d'ailleurs en rester pour toujours. Il va toujours garder une petite étendue d'eau du lac Noir qui va être conservée, somme toute. Mais regardez l'étendue du puits qui va s'agrandir de plus en plus. Je vais en profiter aussi pour vous montrer aussi quand on fait les installations, l'importance d'aller filmer ces choses-là pour le patrimoine. Elle est immense parce que malheureusement, on n'a pas eu la chance, je crois, de filmer toutes les installations de la Mine Lake, malheureusement, parce qu'ils en ont défait avant qu'on ait la chance de toutes les filmer. C'est malheureux parce qu'on aurait pu peut-être avoir la chance de rentrer à l'intérieur puis de vous le faire vivre. C'est une expérience qui est tellement particulière. C'est là l'importance du patrimoine aussi. On en a sauvegardé visuellement quelques-unes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le moulin de la Mine Lake. Vous voyez la grandeur de ces installations-là. Imaginez pouvoir rentrer à l'intérieur de ça. Donc, on voit les convoyeurs, on voit le tout. Donc, c'est vraiment très imposant. Donc, oui, voir les puits miniers, oui, comprendre l'historique, mais de le vivre, c'est vraiment une expérience qui est particulière. Donc, je vais demander à Patrick si tu peux nous passer un petit extrait. Moi, je vais arrêter mon partage d'écran un petit peu. Bon. Je vais passer, en fait, ben, tiens, je peux me présenter avant de sauter à l'extrait. Ben, moi c'est Patrick Nadeau pour Nadeau Photo Solutions. J'avais été approché par la MRC pour justement faire ce beau projet-là. Au départ, c'était un projet qu'on avait un peu plus sur le principe de Google Street en photo 360, où on se déplace d'un lieu à l'autre. Et ça touchait surtout des sites patrimoniaux, mais comme des églises, des anciennes maisons. Et on s'était gardé un peu la partie industrielle minier, si on veut, pour un autre projet pour créer vraiment l'effet wow. C'était un deuxième projet. Au début, il ne devait même pas avoir lieu, mais il nous restait du budget. On s'est dit, on peut vraiment créer l'effet wow, mais encore là, avec la réalité virtuelle, il faut être capable. Le défi souvent qu'on a, c'est filmer, c'est une chose en 360 avec un casque, mais c'est d'atteindre le public qui est souvent un défi. Et puis le musée s'apprêtait numéro 1 pour ce type de projet-là. Fait que vraiment, c'est une belle collaboration. Puis en écoutant Laurie, je suis content un petit peu parce que moi, j'ai mis l'expérience là, mais je ne suis pas là au quotidien pour voir comment ça se passe. Puis de voir un peu les impacts que ça a, ben, c'est toujours, ça fait partie de la paye. Je vais vous parler aussi un petit peu de comment on a filmé ça en 360. Mais comme Laurie le mentionnait, je vais peut-être vous passer une petite vidéo. Et là, moi aussi, je vais être comme Laurie, je vais tenter un partage d'écran sur mes 3 écrans. Clairement plus technologique que moi. Ouais, c'est ça. Oui, mais je ne suis pas tellement zoom. Fait que ça ne sera pas long. Je vais partir. Vous me direz si vous la voyez. Oui? Non, il va falloir que tu partages C'est bon? la... OK. Je pense que c'est sur mon écran 3. Ça ne sera pas long. C'est le désavantage d'avoir 3 écrans. Là. Non, c'est mon rêve, c'est pas pareil. Ah, c'est vrai. Il peut y avoir des inconvénients. Est-ce que là, vous voyez un début de vidéo? Non, pas encore. Ah, OK, pas encore. Okay. Tu peux fermer ton partage d'écran puis le resélectionner, ça peut aider. OK, je vais juste retrouver ma fenêtre Zoom au complet. OK, stop share. Puis en plus, j'ai mis ma caméra devant l'écran. OK, ouais, c'est bon. Je pense que là, ça devrait être bon. Oui, parfait. C'est bon? OK, on passe.
OK. On est revenu. Vous me voyez bien? On a vu le fameux belvédère que je vous parlais avec la route qui est effondrée. C'est vraiment spécial. Puis juste les points de vue, là, c'est sûr que là, on voit une vidéo promo, mais dites-vous que pour des gens, justement, ça qui ont déjà travaillé dans cette industrie-là, c'est extraordinaire de remettre les pieds là-dedans. Même des gens qui ont juste jeunessé dans ce coin-là. Bon, la mienne, on a tout le temps été proches. Là, c'est fermé, ils n'ont plus accès. Ben là, c'est la meilleure façon. Ah, je peux y retourner. C'est vraiment plaisant pour ça. Donc, vraiment, là, chapeau. Je te laisse la parole, Patrick. Ah, c'est bien. Puis, ce que ça permet aussi, la réalité virtuelle comme ça, c'est que quand on met le casque, vous avez vu, on peut tourner la tête dans tous les sens. C'est dur à rendre sur un écran ce que c'est que la réalité virtuelle. C'est pour ça qu'il faut se déplacer dans votre bibliothèque. Vous allez l'avoir et vous allez avoir d'autres expériences aussi. Vous allez pouvoir expérimenter plusieurs types de contenus et ça vaut vraiment la peine d'aller essayer ça. C'est l'effet wow à coup sûr. Mais non seulement on voit en 360, mais on voit aussi en 3 dimensions. Donc, on a la compréhension de la profondeur. Des fois, on peut prendre une image 16:9, une image bien normale, mais si on n'a pas des points de repère à côté, on ne comprend pas, exemple, la profondeur, la distance. Tandis que quand on met un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment comme si on était téléporté. C'est ce qui s'approche le plus d'une téléportation, si on veut. Donc, je vous montre un petit peu les équipements avec quoi on filme ce type d'expérience-là. Je vais juste enlever la protection. En fait, c'est une caméra un peu spéciale. Moi, je l'appelle R2D2. En fait, cette caméra-là, elle a 6 lentilles tout le tour. Elle a vraiment les yeux tout le tour de la tête. Et chaque lentille a un champ de vision de 220 degrés, ce qui permet, entre les lentilles, ça va se superposer. Et avec des logiciels, on va être capable de coller tout ça ensemble et créer une vidéo sphérique. Donc, c'est 360 degrés, mais c'est aussi 180 degrés de haut en bas. Et ça, c'est l'équivalent de votre œil gauche, de votre œil droit, gauche-droit. C'est ce qui va créer la stéréoscopie, l'effet 3D. Donc, dans un casque, on a vraiment un écran pour l'œil gauche et un écran pour l'œil droit. C'est ce qui va donner l'effet d'immersion. Et sur le dessus, ce que vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais c'est un micro qui permet d'enregistrer le son en 3 dimensions. Ce micro-là a 4 micros, finalement, 4 têtes. Et en réalité virtuelle, quand on se tourne la tête, si le son vient de l'avant, en se tournant la tête, la direction du son va changer avec le mouvement. Donc, on augmente l'effet d'immersion. Le son est quand même une partie importante. Oui, Laurie? Je veux juste renchérir sur ce que tu dis, parce que justement, sur une de nos vidéos, on rentre dans un vieux bâtiment quand on est à la mine Carey et on entend un bruit de porte et souvent, les gens, ils se tournent la tête. Ah! Puis, tu sais, ils sont portés comme à regarder vers où ils ont entendu le bruit, mais c'est vraiment d'un réalisme incroyable. On entend même les bruits de pas des fois quand on marche dans le sable. Donc, c'est vraiment, ça vous donne vraiment l'impression d'être là sur place. D'ailleurs, la porte, c'est moi qui est caché derrière et qui a fait bouger. Ça, tu ne savais pas, hein? Mais ça donne tellement l'impression que quand on est à l'intérieur des vieux bâtiments, pour avoir été filmé là, j'en avais un peu la chair de poule parce que vous avez vu un petit peu des images, c'est un peu lugubre, parce qu'avec le temps, l'eau a fait ça. L'eau et le temps, en fait, a érodé, écaillé la peinture. Fait que ça donne un côté un peu sinistre, mais c'est vraiment comme ça qu'on se sent à l'intérieur, puis la réalité virtuelle le rend bien, là. Quand on est dans les airs, quand on vole vraiment, ce n'est pas cette caméra-là qu'on va utiliser. C'est une caméra qui est très lourde et on va faire voler ça avec un drone. Je vous montre, je me lève une petite seconde. Et là, on a un appareil qui est un petit peu plus gros. On va venir voler ça avec un drone comme ça ici, mais en dessous, on va venir attacher une plus petite caméra. J'essaie d'utiliser toutes mes mains. Une plus petite caméra comme celle-là ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par contre, celle-là, elle n'a que 2 lentilles et non 6 lentilles. Je vais le poser ici. Le pourquoi, d'un, c'est sûr qu'il y a une question de poids. Pour pouvoir lever une caméra comme celle-là, il faudrait que j'aille comme la plus grosse. J'aurais besoin d'un drone beaucoup plus puissant, beaucoup plus dispendieux, puis j'aurais besoin de prendre une autre hypothèque. Fait que et de toute façon, en réalité, on n'a pas besoin de l'effet 3 dimensions pour la plupart du temps quand on vole dans les airs, parce que la stéréoscopie, quand on est loin des éléments,
on perd cet effet 3 dimensions-là. Donc, d'y aller avec une caméra plus légère convient parfaitement aussi. Et on a des défis. Quand on filme en 360, il y a des dangers lorsqu'on met un casque sur la tête d'avoir mal au cœur. Je vous explique, c'est un peu comme l'équivalent du mal des transports. Si je filme et que mon horizon bouge beaucoup ou que je fais une accélération ou une décélération, si par exemple je prends cette caméra-là, je la mets sur un trépied puis je me mets à marcher avec, il y a des bonnes chances que vous ayez mal au cœur parce que vos 2 pieds restent fixes, vous mettez le casque, mais votre cerveau a l'impression que vous avancez. Donc, il va y avoir un mauvais calcul et le cerveau ne comprendra pas pourquoi j'avance quand mes 2 pieds restent fixes. Ça fait des mauvais calculs et ça vous donne mal au cœur. Donc, on essaie absolument d'éviter ça. Par drone, quand on vole comme ça, on met des scènes pas trop longues et encore, on ne va pas trop vite non plus. Parce que si on va vite, on va avoir le même effet. Là, encore là, vous allez avoir mal au cœur. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Un autre défi qu'on a, c'est contrairement à une vidéo normale, je suis obligé de me cacher. Je ne peux pas rester dans l'image, à moins que je veuille jouer la vedette dans toutes les séquences. Je suis obligé de partir la caméra, d'aller me cacher. Puis des fois, il y a grand avec que je puisse me cacher. Donc, des fois, je perds même le signal. Je peux contrôler ces caméras-là à partir d'une tablette. Je vois en direct ce qui se passe. Mais lorsque je suis loin, je perds le signal. Et des fois, on revient, puis la caméra, finalement, n'a pas fonctionné. Vous allez voir aussi des scènes dans l'expérience qui sont en accéléré, c'est-à-dire que les nuages vont se mettre à passer très rapidement. En fait, il faut filmer peut-être 15 minutes de temps et on ramène tout ça en 15 secondes pour accélérer le tout. Donc, ça donne vraiment un effet de vitesse de ciel. C'est vraiment un bel effet quand on a le casque sur la tête également. Je vais juste revenir un petit peu ici. Je vais vous montrer au tout début, quand on a commencé la réalité virtuelle, avant même que les casques commencent. Peut-être que vous vous rappelez, peut-être qu'il y en a qui ont vu les Google Cardboard. Je vais juste essayer de partager mon écran. L'écran 3. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez le Google Cardboard? Oui, OK. Donc, au début, c'était un peu les premiers casques qui ont sorti. On mettait des cellulaires à l'intérieur du Google Cardboard. C'était bien, mais heureusement, la technologie a évolué. Je vais arrêter mon partage. Ce que vous avez dans les réseaux des bibliothèques ou musées minéraux, en fait, c'est le casque Oculus Quest 2. Ça, c'est Facebook, qui est devenu Meta, en fait, qui ont conçu ces casques-là. Et ça se démocratise de plus en plus, il faut dire. On peut se procurer un casque comme ça sur Amazon pour 450 $ maintenant. Et si on recule peut-être de 3 ans, on devait brancher ce type de casque-là à un ordinateur qui demandait vraiment des bonnes cartes graphiques. Donc, le casque coûtait 1 500 $, l'ordinateur coûtait un autre 4 500 $. On ne s'en sortait pas en bas de 6 000 pour vivre une expérience en immersion. Donc, vraiment, ça se démocratise. Les casques, plus ça va aller, plus les casques vont devenir petits, légers et vont devenir de plus en plus abordables, même s'ils le sont déjà. Donc, ces casques-là ont la particularité, entre autres, d'avoir des petites caméras en avant. Ils ont quatre petites caméras à l'avant. Dans d'autres types d'expériences autres que la vidéo 360, quand, par exemple, dans des jeux, on peut mettre le casque sur la tête puis se déplacer non seulement à 360 degrés, mais on peut avancer, reculer, se baisser, monter, et ça crée une immersion encore plus grande. Donc, et ça vient avec des manettes pour le jeu, 2 manettes comme celle-là, une pour la main droite, une pour la main gauche, et c'est très précis. Ce n'est pas comme la Wii. Vraiment, je peux jouer au ping-pong, puis je vais être capable même de mettre de l'effet dans ma balle. Et depuis que c'est sorti, ils font plusieurs mises à jour presque à tous les mois. Maintenant, on peut même reconnaître les mains. Lorsque je mets le casque sur la tête, le casque voit mes mains et dans les jeux, je suis capable d'agripper des choses avec les mains. Donc, il y a tellement de possibilités d'application avec la réalité virtuelle. Pour vous en nommer quelques-unes, on peut s'en servir, oui, pour la vidéo 360, mais on l'utilise entre autres dans le domaine médical. Je prends par exemple avec les grands brûlés.
le fait de mettre un casque sur la tête donne vraiment l'impression d'être ailleurs, de se déconnecter un peu de leur corps, puis de diminuer les douleurs. Fait que ça, c'est une des choses avec lesquelles on peut travailler. Et même que nous, on a fait des tests avec les vidéos des mines, entre autres, là, dans les CHSLD. Il y a des gens qui sont pris d'Alzheimer, mais qui ont déjà travaillé sur les mines. Et lorsqu'on leur a mis le casque sur la tête, les souvenirs avec lesquels les détails revenaient, c'était vraiment impressionnant. On voyait l'impact que ça avait sur ces gens-là. Et aujourd'hui, on travaille avec tout le réseau des CHSLD de Chaudière-Appalaches. On travaille avec l'Université McGill, entre autres, pour faire des études sur l'impact sur les personnes âgées. Et tous les CHSLD de Chaudière-Appalaches se sont équipés de casques comme ça. Et ils retrouvent dans ça les mines aussi. Mais on a amené d'autres types d'expériences. L'été dernier, on est allé filmer les Rocheuses canadiennes. On se promène aussi en conférence avec ça. Nous, on a acheté 30 casques comme ça, avec une tablette, j'appuie sur un bouton et les 30 personnes voient la même chose en même temps. Donc, c'est vraiment comme un cinéma VR, cinéma en réalité virtuelle. C'est une nouvelle façon de faire des conférences. D'autres applications, les médias sociaux. On a tout habitué sur Facebook avec notre écran, on défile nos réseaux sociaux. Et pourquoi Facebook était là-dedans? C'est une des raisons pour laquelle c'est les réseaux sociaux. En fait, ils ont investi l'année passée 10 milliards de dollars Facebook. Et c'est pour ça qu'ils ont changé leur nom pour Meta, pour Metaverse. Lorsqu'on porte ça sur la tête, on devient comme un avatar, comme un petit bonhomme. Vous êtes chez vous, assis chez vous, et vous devenez un bonhomme aussi, et on se rencontre dans des lieux fictifs, et on peut échanger comme si on était là ensemble. Même le travail, le télétravail, on met le casque sur la tête, on se retrouve autour d'une table fictive, tout le monde ensemble, et je prends la manette, je la mets à l'envers, et je peux dessiner de façon très précise, prendre des notes, partager sur un écran fictif. Les possibilités sont assez incroyables. Je pense même que le magasinage, l'Amazon qu'on connaît aujourd'hui, va tranquillement se convertir, où on va aller dans des allées, dans des épiceries, dans des commerces fictifs. Tout va être fictif. On va pouvoir attraper les choses, vraiment les observer de près, les mettre d'un panier. Pouf, ça va arriver chez vous. Ça va être livré à la porte. C'est vraiment des tangentes qu'on connaît. Oui, Laurie? Oui, je vais faire du pas sur ce que tu dis aussi, Patrick, parce qu'en fait, il y a le côté univers social, mais il y a aussi le côté éducatif qui vient avec l'usage de ces appareils-là. C'est sûr qu'on pense en bibliothèque, ça va être bien entendu une expérience qui va être informative, mais il ne faut pas oublier que dans les écoles, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui vont en faire l'usage. Je vous donne un exemple, des fois qu'on ne pense pas nécessairement. C'est sûr qu'on est plus attaché au domaine minier avec le musée, c'est normal. On est en contact avec toutes sortes de centres scolaires, dont le centre scolaire qui s'occupe en fait du dynamitage, donc de former les dynamiteurs. Dans cet endroit-là, on va utiliser énormément de casques de réalité virtuelle pour simuler un dynamitage parce qu'on n'a pas tout le temps le terrain ou l'accès au terrain. Surtout avec la pandémie, c'était plus difficile. Donc, d'utiliser ce type de technologie-là, ça permettait aux gens de pouvoir l'expérimenter en sécurité, mais aussi de ne pas utiliser du matériel à profusion. Donc, imaginez que de la dynamite, quand même, il faut faire attention à manipuler ça. Ça coûte des sous, puis utiliser des terrains, mais à un moment donné, on dynamite, on n'a pas tout le temps accès. Ben, ça donne un plus, c'est extraordinaire. Puis dans ce cas-là aussi, ben, de pouvoir les filmer, nous, ça nous donne un envers du décor. Donc, si on veut l'utiliser, cet envers du décor-là, puis le présenter dans un point de vue pédagogique, même au musée, pour notre part, ben, imaginez les gens assister à des démarches de dynamitage, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas dans notre quotidien. On apprend énormément avec ça. Donc, c'est super intéressant pour ça. Oui. Puis encore, si je continue à faire des pas dans le même sens, on peut, entre autres, dans le domaine scolaire, vivre l'intimidation. C'est quoi l'intimidation? Quand je mets un casque sur la tête et tout d'un coup, je me retrouve dans un scénario où je suis l'intimidé, parce que d'un casque de réalité virtuelle, quand on met ça sur la tête, on devient plus empathique. Il y a des expériences où on vit dans la peau de gens sans abri ou encore dans la peau d'un réfugié. Fait qu'on est vraiment là, entouré de sa famille. On est dans la misère, on embarque d'un bateau, on ne sait pas ce qui va se produire. Entre autres, il y a d'autres expériences comme Anne Frank,
où on met le casque sur la tête, puis on se retrouve Anne Frank, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui était dans le temps de la guerre avec Hitler, elle se cachait pour ne pas se faire prendre avec sa famille. Donc, on met le casque et on se retrouve entre les murs cachés. On entend les gendarmes arriver. Fait qu'on peut vraiment sentir un peu ce qu'ils pouvaient sentir dans le temps. C'est sûr que ça ne remplacera jamais la réalité, mais ça peut s'en approcher réellement. Et encore là aussi, d'autres expériences qu'on peut faire. On peut créer des œuvres en 3 dimensions au niveau des arts. On peut, non seulement on dessine, mais on peut se promener dans son œuvre. Fait que ça ajoute vraiment des côtés féeriques. Les possibilités sont énormes, énormes. Je pense que ceux qui ne l'ont pas vécu ensemble, encore, à partir du moment où vous allez mettre ça sur la tête, vous allez comprendre tout ce qu'on peut faire. Moi-même, j'ai passé plusieurs nuits blanches avec ça, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et entre autres, je me demandais, moi, j'étais un passionné de voyage. J'ai parcouru les 5 continents, puis j'ai fait peut-être 25 pays. Puis on se demandait, ma conjointe et moi, puis on voyage beaucoup avec les enfants. On essaie de faire ça 6 mois par année. Et on se demandait comment on peut vivre du voyage. Puis on a approché Air Transat, entre autres, avec des casques de réalité virtuelle. Et on s'est dit, bien, on peut filmer vos hôtels. Quand les gens vont arriver d'une agence de voyage, ils vont mettre le casque sur la tête, puis ils vont voir leur hôtel comme s'il était là. Donc, on a travaillé, ça, c'était avant la COVID. Maintenant, la COVID a frappé, il a fallu changer les plans, mais c'est des projets, entre autres, sur lesquels on a travaillé. Et dans le même ordre, un peu comme on fait avec le musée, on est en train de travailler sur un projet prochainement avec les éoliennes. Parce qu'on peut faire des visites d'éoliennes, mais on ne peut pas rentrer à l'intérieur quand ils sont en fonction. On ne peut pas aller encore moins sur le toit d'une éolienne. Nous, on va pouvoir rendre cette expérience-là accessible. Donc, les gens vont pouvoir mettre le casque et vivre ces je peux renchérir, Patrick, là-dessus, parce qu'on en donnait, nous, des visites d'éoliennes au musée pendant un certain temps. Puis c'est encore là, c'est beaucoup de problématiques au niveau du réel, la complication des fois des visites réelles. Tu parler d'une éolienne, il faut faire attention s'il y a des orages, on ne peut pas s'approcher de l'éolienne. S'il y a un petit peu bon, il y a tant de pluie, de prévu, on ne prend pas le risque, donc il fallait annuler énormément de visites. Donc, juste de pouvoir le visiter de cette façon-là, c'est extraordinaire. Puis, c'est vraiment simple, comme Laurie disait. Écoute, les bibliothèques, même, je suis pas mal persuadé qu'il y a des gens qui sont bénévoles dans les bibliothèques qui nous écoutent peut-être présentement. Mais si vous savez vous servir d'un téléphone cellulaire, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas plus compliqué. En fait, c'est aussi intuitif. Quand on le met sur la tête, on a devant nous plusieurs applications disponibles. On a une boutique. On peut cliquer là-dessus. Ça se connecte à votre réseau Wi-Fi. Et il suffit de cliquer sur la boutique en ligne, de cliquer sur les applications, évidemment de payer si c'est payant, mais ça se télécharge, ça s'installe au même titre que votre téléphone. Donc, c'est vraiment simple d'utilisation. Beaucoup d'expériences gratuites aussi, mais je pense que d'aller faire un tour à votre bibliothèque, ça va être une belle première place pour en vivre l'expérience. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Si ça ne vous dérange pas, on va faire le tour des questions Q&A pour donner le bénéfice des questions à tout le monde. Des questions auxquelles on a répondu en privé, mais ce serait intéressant de vous entendre en vrai. Donc, je vais commencer, si ça ne vous dérange pas. Oui. La première question, c'est pour savoir quelle est la durée des expériences. On parle des expériences de Lac-Mine et Beaver. Oui, donc c'est environ 3 minutes. Donc, on dit que le temps, justement, c'est parfait. Ça va vous permettre de faire le tour de ce que vous avez à voir. Aussi, ben, tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont être un petit peu plus sensibles aux expériences de réalité virtuelle. Il ne faut pas se le cacher. Des gens, des fois, qui pourraient peut-être avoir des petits vertiges. Donc, une durée qui est plus courte leur permet vraiment de mieux vivre ça. Étant une personne qui a un petit peu le mal des transports, moi, la durée a été parfaite pour ça, donc je n'ai pas ressenti. Mais des fois, quand on fait des durées un peu plus longues, Patrick va pouvoir confirmer, il y a des gens, des fois, qui peuvent être étourdis. Donc, quand on utilise vraiment des petites durée, c'est parfait pour ça, c'est idéal. D'ailleurs, c'est important, puis au musée, c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont assis. Parce que si vous êtes debout, vous allez perdre un peu le ballon. On oublie où on est. Il faut au moins mettre la main sur une table, toucher quelque chose de stable pendant qu'on a le casque sur la tête. Oui, nous, on a fait l'achat de chaises, un peu comme des chaises d'ordinateur, auxquelles on a mis des pattes stables. Donc, la personne peut bouger,
la chaise en tant que telle, mais elle ne va pas se ramasser dans le corridor, elle ne va pas se promener avec sa chaise. Donc, ça va lui donner une certaine stabilité. Puis quand, mettons, elle fait un saut, je ne vous dis pas qu'on fait des sauts, mais c'est des gens qui, des fois, sont un petit peu sensibles à des expériences, mais ils vont rester stables, ils ne vont pas se sentir partir ou cogner contre une autre personne. Donc, c'est bien important. La question suivante, on va pouvoir voir les mines à la bibliothèque. C'est la question qui nous a été posée. Effectivement, bien, c'est sûr que vous allez avoir accès, dans le fond, via les casques de réalité virtuelle, vous allez avoir accès aux deux expériences. Aux deux expériences, donc la mine d'hiver et la mine lake. Je sais qu'il y a une petite historique qui va m'être demandée dans pas très longtemps. Je vais vous la raconter. Je vais vous raconter l'histoire de chacune des petites mines, il n'y a pas de problème. En passant, pour les expériences en bibliothèque, vous avez dans les guides pour usagers le chemin pour vous rendre aux mines. C'est un chemin qui est un peu différent des autres applications, mais c'est assez simple. Vous allez voir dans le guide, consultez le guide avant de mettre le casque. Vous allez voir le chemin, puis ensuite on met le casque, on suit le petit chemin, puis on atterrit directement dans l'expérience. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, je vous dis. Je suis nulle technologiquement. C'est très facile d'usage. La prochaine question, c'est si on a pu intégrer des photos de l'environnement datant d'avant le forage de l'exploitation. On en avait parlé justement avec Patrick quand on a commencé à faire le défi, le défi de trouver un peu comment on va monter le projet. Le problème, c'est sûr que ces photos-là n'étaient pas filmées comme elles le sont aujourd'hui. Donc, d'intégrer des photos 2D avec la réalité 360, c'est un petit peu un décalage. Donc, ça aurait moins bien fonctionné au niveau de l'effet. Par contre, aussi, on a réfléchi, nous, quand on a créé ce produit-là, de se garder un peu aussi une chasse gardée pour le musée. C'est-à-dire, j'ai envie de vous donner le goût de venir nous voir, de venir visiter, puis de trouver ces informations-là. Parce que j'ai des gens, des fois, qui ont déjà fait la visite du musée, qui viennent chercher un complément de la mienne, tandis que j'ai d'autres gens qui se sont fait accrocher par les vidéos et qui vont aller visiter l'exposition. Donc, c'est dans les deux sens, puis je pense que c'est bon joueur. Oui, c'est ça, en fait, parce qu'au début, on se demandait, est-ce qu'on met un côté narratif, est-ce qu'on parle plus de l'histoire et tout? Mais on s'est dit, parce qu'au départ, c'était vraiment pour le musée, on s'est dit, on va dédoubler l'information. Ouais. Et déjà, de mettre le casque sur la tête, il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Donc, ça aurait été beaucoup pour le cerveau. On peut le faire, mais il faut faire des scènes. La même scène doit durer plusieurs secondes pour laisser le temps de s'absorber. Et c'est différent un peu de faire une vidéo normale. Quand je dis normale, comme à la télévision, on va changer de plan peut-être aux 2 secondes, 3 secondes, mais on ne peut pas faire ça en réalité virtuelle parce que le temps qu'on comprenne où on est, qu'on voit notre environnement, on a besoin d'un minimum de 8 secondes, puis d'un idéal 15 secondes. Donc, c'est différent un peu là-dessus aussi. Oui, puis de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, on s'est rendu compte aussi qu'il y a un moment où je peux vous bombarder d'informations, vous ne m'écouterez pas. C'est dommage comme ça, mais même si vous êtes un féru d'histoire, le site, l'expérience va vous absorber au point que vous allez peut-être perdre le fil. J'aime autant que vous venez visiter l'exposition, que vous prenez le temps de la lire, que de leur passer l'expérience 4-5 fois pour essayer d'entendre ce que je veux vous dire. La prochaine question, est-ce que les casques disponibles en biblio sont uniquement pour visionnement des vidéos 360 ou si nous pouvons les utiliser pour des jeux? Valérie, ça, c'est plus ton domaine? Oui. Alors, présentement, dans les 75 casques, on a fait 3 lots, c'est-à-dire qu'il y a 25 casques qui ont le même contenu. Alors, 3 lots différents d'applications et d'expériences. On a essayé de choisir du contenu quand même assez varié au niveau du confort, parce qu'on va s'entendre que si on fait un tour de montagne russe, ce n'est pas la même chose que de visiter la maison d'Anne-Frank. Et aussi différents niveaux d'interactivité. Si on regarde un film d'animation où il n'y a aucune interaction qui est requise, mais il peut y avoir des genres d'expériences qui sont un petit peu plus aventure interactive ou casse-tête. Alors là, on a même une simulation d'escalade qui demande un petit peu plus d'habileté côté manipulation. Si vous voulez savoir ce que chacun des lots offre comme expérience, le tout est disponible. Les catalogues d'applications sont disponibles via la page Réalité virtuelle sur notre site Internet. Alors, vous pouvez visualiser les catalogues des 3 lots
et faire la demande du casque en bibliothèque, là, du lot qui vous intéresse. La prochaine question, vous avez parlé d'équipements UV pour désinfecter. Comment les bibliothèques pourront-elles assurer la désinfection? Valérie, veux-tu répondre? Présentement, on a fait l'acquisition de protecteurs en silicone parce qu'à l'origine, c'est comme plus une mousse d'écouteur, là, une petite mousse dense et qui n'était pas très, très lavable. Alors, on a fait l'acquisition de protecteurs en silicone qui font le tour du masque pour le visage. Et c'est recommandé de le nettoyer tout simplement avec une petite lingette, là, et c'est suffisant. Même chose pour les manettes. Oui, c'est ça. En fait, un petit tampon d'alcool, rien de compliqué, là, c'est suffisant. Oui, parce que c'est sûr que nous, on a une machine, quand je vous ai parlé de la machine UV, c'est sûr qu'on a un volume peut-être plus élevé de visiteurs qui passent. Donc, c'est sûr que nous, à force de désinfecter en grosse saison, on a à peu près 10 000 visiteurs dans la saison, on va commencer à affaiblir un peu le caoutchouc, mais pour les bibliothèques, c'est parfait. Donc, nous, la machine, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle détruit les bactéries après chaque usage, comme un petit four, on appelle le petit four Betty Crocker. On le met dedans, on pèse sur le bouton, ça élimine tout ce qu'il y a dedans. C'est assez dispendieux, par contre, comme machine. Donc, comme je vous dis, nous, on a un usage qui est différent là, des bibliothèques. Puis, le petit tampon d'alcool, il fait parfaitement le travail. On avait une question par rapport au guide. On y a répondu. C'est sur le site web, dans la page sur la réalité virtuelle. Aussi, en bibliothèque, vous allez avoir la version papier. Vous allez avoir les deux leçons en ligne et papier. Prochaine question, c'est à savoir si les casques offrent 2 expériences d'une durée de 3 minutes aux abonnés. Oui, on offre ces expériences-là aux abonnés, plus toutes les expériences dont Valérie a parlé sur chacun des casques. Le nombre d'applications sur chacun des casques est variable, mais en moyenne, on peut parler de 12 à une vingtaine d'applications, tout dépendant du poids de téléchargement. Le plus l'application prend de la place dans le casque, bien, on parlait qu'il y en a moins, mais il y a quand même une bonne variété, là, un bon choix pour chacun là, dans les lots. On est encore dans les mesures d'hygiène, on est en temps encore de pandémie. Donc, quelles sont les mesures d'hygiène entre chaque utilisation? Valérie? Ah ben, on vient d'en parler justement, c'est ça. Ben oui, c'est bon. Oui, il y a déjà répondu, je crois. Puis pour les bénévoles, il y a un guide d'utilisation pour les bénévoles aussi. On a fait plein de guides, on est bon comme ça. Les mesures sanitaires sont écrites dans le guide. Lisez votre guide d'un couvert à l'autre, relisez-le si vous voulez avoir les détails, tout est là. On me pose une question par rapport à l'ajustement pour la vision. Je ne sais pas trop c'est quoi cette question. Peut-être. En fait, si vous avez des lunettes, c'est un bon point. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les conserver, vos lunettes, pour voir dans le casque. Et vous avez un autre ajustement à l'intérieur qui rapproche les yeux ou les éloigne. Si vous connaissez peut-être votre visage, des fois, on le met, ce n'est pas très confortable, on a de la misère à faire un peu le focus, mais on peut jouer avec cet ajustement-là au centre, là, qui va venir écarter les lunettes. Là. Donc, ça va permettre une meilleure vision. Et ce qui était important, souvent, une des erreurs que les gens vont faire, c'est qu'ils vont porter le casque soit trop bas ou trop haut. Et là aussi, l'image ne sera pas claire. Ça fait que c'est vraiment important. Je ne sais pas si quelle courroie vous avez. Je pense que vous avez un peu ce principe de courroie-là. Ou c'est des élastiques. Hein? Donc, c'est important de bien le serrer autour, mais de bien l'ajuster sur le dessus aussi pour que ce soit vraiment vis-à-vis des yeux. Quelque chose aussi, des fois, on va le porter souvent en bibliothèque avec un masque. Des fois, ça va venir faire embuer si vous avez la chance d'avoir des belles lunettes comme moi. Ça va être important des fois de demander à la personne de le descendre en dessous de son nez, son masque, parce qu'elle ne verra rien. Je vais être plate, là, mais ça va être important de garder ce petit gap-là d'air pour au moins qu'il y ait une sortie. 2 autres questions viennent de popper. Oui, M. Nadeau, vous voulez... J'allais dire, ça se peut qu'avec vos lunettes, vous ne soyez pas confortable non plus. Il n'y a rien qui vous empêche de les enlever. Puis il y en a qui voient mieux finalement sans leurs lunettes. Il y en a qui voient mieux avec leurs lunettes. Parfait. 2 questions viennent d'arriver. La première, les casques doivent-ils rester à la bibliothèque? Oui, oui, oui et oui. Les casques doivent rester à la bibliothèque. Et la deuxième question, les batteries, doit-on recharger à quelle fréquence?
Celle-là, je peux répondre. Ben vas-y, parce que moi, j'ai pas la même utilisation, c'est sûr, que la moyenne des ours. Mais écoutez, pour une utilisation, mettons, plus intense, là, si on parle peut-être plus la fin de semaine, quand peut-être beaucoup de gens vont vouloir l'essayer, moi, je vous recommande de peut-être le brancher sur l'heure du dîner pour lui donner une petite heure de jus, si vous voulez, pour s'assurer que la batterie ne tombe pas complètement à plat. Là, de toute façon, vous allez voir qu'il y a une lumière qui va allumer pour vous dire ça commence à perdre du jus. Des journées moins achalandées, ben, vous pouvez. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on les laisse sur la charge et on les prend au besoin, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel, de ton côté. C'est exactement ça en bibliothèque. C'est rare, les bibliothèques sont ouvertes toute la journée. Donc, si votre casque est chargé, même à moitié, vous devriez être capable de faire votre 2 heures sans problème. Puis pour les manettes, là, les batteries, il y a une durée de vie assez intense. Là. Vous ne devriez pas avoir besoin d'échanger les petites piles dans les manettes avant très longtemps. Là. Ce serait surprenant. Ouais. C'est ça, c'est un bon 2 heures là, sans trop de problème. Puis quand on enlève le casque, il y a un détecteur à l'intérieur qui voit qu'il n'y a plus personne devant. Fait qu'il va se mettre en mode veille tout seul. Donc, ça va prolonger là, sa durée de vie à la batterie. Si vous avez des questions, c'est le temps. Sinon, on est sur le bord de la fin. Je peux quand même prendre peut-être un petit. Oui. Je vais prendre un petit 2 minutes parce qu'on avait posé la question, l'historique des 2 mines qu'on va voir. Donc, la mine Beaver, juste pour vous faire un petit topo. La mine Beaver, elle va être située vraiment plus vers le centre-ville de la région de Clifford Mines. Elle est à côté de la mine King, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi de la mine Bell. Donc, c'est un puits à ciel ouvert. À côté de 3 puits qui vont être souterrains. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, le pas rapport de notre centre-ville. Par contre, autrefois, les puits étaient eux aussi à ciel ouvert. La mine Bell était à ciel ouvert et la mine King aussi. Donc, le problème qu'on avait à cette époque-là, c'est que les puits, quand ils vont ouvrir à ciel ouvert, bien, ils vont tous manger un peu la même pointe de tarte. Donc, ils vont tous agrandir, mais on va tous manger le même filon. Donc, ce qu'on va se rendre compte, en fait, c'est qu'au lieu d'agrandir des puits, les puits à ciel ouvert, ça prend énormément d'espace. Dans un centre-ville, vous comprenez que ce n'est pas parfait. On va passer par en dessous, donc par des mines souterraines avec des galeries très précises qui vont réduire l'espace d'exploitation, mais aussi qui vont permettre de moins grappiller l'espace à la surface pour les puits. C'est un petit peu difficile à vous expliquer sans schéma, là, mais donc le puits de la mine Beaver, ce qui va arriver, en fait, elle va ouvrir officiellement l'exploitation à partir de 1890, très ancienne. C'est juste que ça n'a jamais été une grosse mine. C'est un petit puits. Puis il y avait une histoire particulière parce que le puits de la mine Beaver, en fait, séparait 2 quartiers importants dans la région de Clifford Mines. Donc, le quartier anglophone, qui était le quartier Mitchell, où on retrouvait, en fait, oui, l'école anglophone, le côté anglican aussi de la région. On va avoir beaucoup d'Irlandais, on avait beaucoup aussi de personnes qui provenaient des États-Unis et d'Angleterre qui venaient s'installer dans ce petit quartier-là. Et il y avait une passerelle qui passait juste derrière le puits de la mine Beaver qui reliait vers le quartier Saint-Maurice, qui, lui, va être déménagé, en fait, de sa trop grande proximité avec le puits de la mine Beaver et de la mine Bell. Donc, on va déménager le quartier au complet, mais imaginez, ça a bouleversé les gens. Et quand on se promène près de la mine Beaver, on peut même des fois voir des reliques du quartier qui étaient l'autre fois. On voit des entrées, on peut voir des marches encore, on voit des petits bouts de pont. Le pont, il reste encore une partie. Donc, c'est assez spécial. C'était vraiment un petit puits, mais tu sais, qui reliait 2 mondes. Et à force de grandir, il va les séparer littéralement. Et c'est de là, en fait, que le quartier anglais va être vraiment isolé et le quartier Saint-Maurice va être complètement déménagé. Le puits de la mine Beaver aussi, qui est intéressant, c'est qu'il fait partie du complexe King Beaver. Donc, la famille King va acquérir, en fait, le puits de la mine Beaver. Et ça va être un moulin, si vous voulez, secondaire, jusque dans les années 70. Imaginez-vous que le moulin de la mine King va passer au feu en 1974. C'est vraiment, je pense que c'était les journées avant Noël en plus, imaginez. Un moulin d'amiante, l'amiante, c'est censé ne pas brûler, on se le dit, hein, va passer au feu.
va littéralement jeter beaucoup de gens à la rue. Donc, pour pouvoir continuer les opérations, on va envoyer l'amiante vers la Beaver pour qu'on puisse continuer à en faire le traitement. Donc, les installations vont littéralement servir de béquille à la Mine King pendant quand même quelques années. Puis, finalement, la Mine King va fermer avant la Beaver. La Beaver va continuer cette opération jusqu'en 1995. Fait intéressant, la mine Beaver va conserver ses bâtiments pendant très longtemps. Malheureusement, je pense qu'ils vont être détruits justement juste avant qu'on ait filmé. C'est dommage parce que c'était des bâtiments qui étaient très, très bien conservés jusqu'à ce jour. Il va y avoir aussi un incendie dans certains bâtiments. Quand je vous dis des fois le patrimoine, ça ne tient pas à grand-chose. Un incendie va venir en fait amener la démolition des bâtiments restants. Donc, pour la mine Lake, on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est un puits qui va arriver un petit peu plus tard dans l'histoire, au cours des années 50. On va complètement pomper un grand lac qu'on va venir agrandir dans des puits d'amiante chrysotile également. Il va être spécialisé pour de l'amiante de longue fibre. Donc, des fois, on pouvait aller traiter des morceaux d'environ 4 pieds à 7 pieds. Donc, l'idée de la fibre était vraiment beaucoup plus grande là, à l'intérieur de ça. C'était la démesure et c'est la dernière qui va fermer. Il faut savoir aussi que des puits à ciel ouvert, c'est souvent l'image qu'on a des puits miniers, un peu comme quand on pense à Fermont. On pense aux grandes machines. Donc, c'est là qu'il faut penser aux gros camions bennes, aux grosses pelleteuses. Contrairement quand on va dans des métiers super, les outils, tout ça, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus menu parce que on est en souterrain finalement. J'espère que ça répond un peu aux questions au niveau de l'historique. J'ai eu la chance d'aller visiter l'une des mines qui était encore en exploitation. Je suis allé là avec la famille. Puis, une chose qui m'avait surprise, c'était la propreté à l'intérieur de la mine. J'imagine qu'avec les fibres, ils ont rehaussé les mesures de sécurité, de filtration. Alors, c'est impressionnant de voir un bémol. Pardon? C'est un bémol, parce qu'en fait, ça n'a pas toujours été comme ça, il faut être honnête. À partir des années 1975, quand on va avoir justement la grève de l'amiante, on va mettre de l'avant les problématiques sanitaires reliées à l'amiantose, l'amiante, les conséquences que ça peut avoir au niveau, justement, cancer, poumon. Bon, je vous épargne les détails, mais à partir de là, en fait, la CCST va pouvoir mettre son pied à terre et exiger des normes de salubrité dans les moulins, chose qui était demandée également par les ouvriers, de pouvoir avoir de véritables normes qui leur permettaient d'avoir un environnement sain. De là, en fait, à partir de ce moment-là, je vous dirais qu'on pouvait manger à terre d'un moulin assis, là, c'était d'une propreté irréprochable. Par contre, si on recule peut-être une vingtaine d'années avant ça, c'était peut-être pas le cas. Bon, écoutez, on dit dans les années 40 environ, dans les années 40-50, vous et moi, on ne se voyait pas dans un moulin tellement il neigeait dans le moulin. C'était la neige en hiver. J'ai aussi eu la surprise de constater que la route s'était effondrée. Je m'en souviens parce que j'étais arrivé 3/4 d'heure en retard à mon rendez-vous d'Israéli à cause du détour qu'il y avait à faire. Oui. Fait qu'on va conclure là-dessus. Merci infiniment, Laurie-Jacques. Merci, Patrick. On voit que vous êtes des passionnés. C'était intéressant, la photo aérienne, entre autres, du dragage de la mine que tu nous as montré, Laurie-Jacques. L'envergure du site est impressionnant. Puis, c'est là qu'on voit là, l'importance du patrimoine puis de le rendre accessible par la réalité virtuelle. C'est quand même une chance qu'on a là, de pouvoir le constater là, par la technologie, là, pouvoir en profiter à l'aide de la technologie. Encore une fois, merci beaucoup. Je rappelle que l'activité de ce soir ainsi que le projet dans sa globalité a été rendu possible grâce à une subvention du gouvernement du Québec. Alors, merci au gouvernement. Puis, bravo à mes collègues Valérie et Daniel qui sont en bonne partie responsables du projet, de la mise en place du projet. Et la distribution des casques est commencée. Ce qu'on vous encourage de faire, c'est de suivre les nouvelles de votre bibliothèque et qui sait, vous aurez peut-être la chance d'aller vivre une expérience mémorable à votre bibliothèque. Alors, merci à vous tous de votre participation ce soir. Merci à nos conférenciers et on espère beaucoup pour l'organisation de cette belle activité. C'était très bien. Merci à vous. Merci de l'invitation. Une bonne fin de soirée à tous et merci Laurie-Jacques, merci Patrick, et bonne fin de soirée. Salut Daniel, salut Valérie. Bonsoir. Bonne soirée, bye bye. Bye bye.